C'est bon? L'histoire de la paracha de la semaine est très intéressante, comme d'habitude. On a une histoire assez étonnante. Balak, qui veut maudire le peuple juif, entre parenthèses, Balak, c'est les initiales de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Vet la Metkouf, Ve'afta l'Erecha Kamocha. Bien sûr, c'est pas vrai, parce que Ve'afta l'Erecha Kamocha, c'est Vav, Aleph, Vav, Lamed et Kaf, pas Kouf. Il y a un duo qui disait que quand on doit accomplir la mitzvah de Ve'afta l'Erecha Kamocha, il faut forcer un petit peu, même si c'est pas exactement, même si c'est pas ça en notre cas. Et Gitsor Balak demande à Bilham de maudire le peuple juif. Il fait déplacer Bilham, il lui dit viens, comme ça tu vas maudire le peuple juif. Ça j'ai pris aussi. Donc viens, Lélo Nishmat, Eliaou, on va faire le coup Nishmat Ben, Eliaou Ben Chamous et Matatio Ben Brendel, aujourd'hui c'est son Yom ici. Donc il lui dit viens maudire le peuple juif. Donc il demande à Bilham de venir. Bilham lui dit écoute, c'est pas entre mes mains, il faut que je joue avec Dieu. Ok, bon, discute avec lui. J'avais dit non, tu vas pas. Bon, il dit non, j'y vais pas. Après Balak s'est dit bon, c'est un relou, il veut plus d'argent. Il lui envoie des gens plus importants avec plus d'argent. Et viens maudire le peuple juif. Il dit mais je peux pas, je te dis, ça dépend de Dieu. J'avais dit bon, si tu veux, t'as qu'à y aller, mais attention à toi. Tu dis ce que moi je veux que tu dises et tu ne maudis pas. Donc, Balak, Bilham, il va, et puis on connaît l'histoire, il essaye de maudire le peuple juif d'un endroit, d'un autre endroit, d'un troisième endroit, et à chaque fois qu'il essaye de maudire le peuple juif, ça ne marche pas, au fin de compte, ça sort des brachot. Il faut remarquer quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que Bilham et Balak sont conscients qu'il faudra passer par l'accord du peuple juif, c'est-à-dire qu'en vérité, quand il maudit le peuple juif, il fait une demande. Il dépose un dossier à Hachem, il dit bon, écoute, viens, on maudit le peuple juif. Et ils le font d'une manière un peu détournée. Ils ne parlent pas clairement du peuple juif. Le peuple qui est sorti d'Égypte. Ils font ça d'une manière où on a l'impression qu'ils essayent d'embrouiller Hachem. Mais ils comprennent que ça passe par un relais. C'est pas que je vais maudire et ça va marcher. Donc ils sont conscients de la difficulté de valider la malédiction. C'est pas simplement de leur côté. On voit aussi que du côté d'Hachem, Hachem il a pris ça en considération. Au début, il dit à Bilham, n'y va pas. On n'y va pas. Vas-y, envoie ton dossier de malédiction. Refusez. Non, on n'y va pas. Par contre, il dit, bon, vas-y si tu veux, mais attention, hein, tu fais une bracha. Bilham dit, ok. Il va pour maudire Hachem, il fait un miracle qu'au lieu de dire une malédiction, il dit une bracha. Ça veut dire que, entre guillemets, Hachem, il a peur de la malédiction de Bilham. J'ai lu en fait, que Bilham connaissait le moment où Hachem était énervé. Il y avait la média de... Et à l'israélienne, quoi. Tu envoies un dossier, ça peut prendre 6 mois. Je dis, vas-y, envoie la malédiction. Bon, on va réfléchir. Et maintenant, je me suis calmé, c'est bon. C'est rien que pour poser la question. C'est qu'on a l'impression que Hachem prend en considération le risque de la malédiction de Bilham. C'est pas qu'on a l'impression, c'est ce qui est marqué. C'est qu'au final, il va faire des brachot, il va faire des prophéties, comme on va voir, des prophéties qui sont positives au peuple juif. C'est-à-dire que Hachem, il a dû prendre le dossier en main, transformer les paroles de Bilham, parce que la malédiction de Bilham pouvait créer quelque chose de négatif. C'est quand même incroyable, sachant que la bracha ou la klala ne dépend pas de ce que tu vas dire, elle dépend de ce que Hachem accepte. Je peux faire une bracha à qui je veux ou maudire qui je veux, ça dépend si Hachem accepte ou pas. Pourquoi est-ce que Hachem prend peur, entre guillemets, de la malédiction et il va faire un miracle spécial, il va faire plusieurs miracles. L'ânesse qui va parler. Parce qu'il est juste. Qui est juste. S'il entend un truc, si c'est pas forcément faux. S'il veut pas, il veut pas. Non, mais si c'est le pendant pendant, de T'en fais pas pour lui, t'en fais pas pour lui. Il est juste, il est droit. Même quand on mérite, Hachem il est toujours Merachem sur le peuple juif. C'est marqué que toujours il essaie de. Mais si c'est le pendant de Moshe Rabbeinu, Si c'est le pendant, l'équivalent. Ouais, c'est le pendant de Moshe Rabbeinu. Si c'est le pendant, donc autant il a accepté toutes les. Mais je vais aller plus loin, je vais aller avec dans ton peuple. Moshe il vient, il maudit le peuple juif. Hachem me dit, mais je suis désolé, les cartes elles sont chez moi. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire, en vérité, tu peux dire ce que tu veux. Le patron, c'est qui? C'est Hachem. Donc s'il veut punir, il n'a qu'à punir. S'il ne veut pas punir, il n'a qu'à ne pas punir. On voit que c'est quelque chose qui le dérange. C'est pas une question-réponse. C'est rien que pour remarquer et pour comprendre la force de la parole. La force de la parole qui est incroyable. C'est-à-dire que je vais dire quelque chose de positif, ça va faire quelque chose. Je vais dire quelque chose de négatif, ça va faire quelque chose. Comme si c'était dans les règles de la nature. Et Hachem ne va pas contre les règles de la nature. Et donc, c'est comme ça. Tu dis quelque chose, ça va impacter dans le bien ou dans le mal. Je vais raconter une expérience personnelle. Pardon ? Que ce soit la cabane qu'on est.
Je vais ramener une histoire. Je vais ramener une histoire sur ça. Je vais ramener une histoire sur ça. Il y a 2 ans, j'ai eu un garçon le lendemain de Kippour. C'était pendant le Corona. Tout le temps de la grossesse, nous, chez nous, moi je demande jamais c'est quoi. J'aime bien la surprise. Et donc toute la grossesse, ma femme me disait j'aimerais bien accoucher avant Sukkot, un garçon, et que le brit soit dans la soukha. Toute la grossesse, elle espérait comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Garçon, avant Kippour, donc brit dans la soukha, c'était en période Corona. C'était le moyen soldat qu'il y avait. La star. J'attends, c'est l'année prochaine. Et il est né après Kippour, le lendemain de Kippour. Ah ben non, le brit était 8 jours plus tard, c'est Sukkot. Et ma femme, elle a une copine avec elle au travail, pareil, en même temps, enceinte. Et l'autre, elle n'arrêtait pas de dire je le sens mal, Corona, je sens que si j'ai un garçon, je ne vais pas être au brit de mon fils. Et c'est ce qui s'est passé. Elle était dans le coma, parce qu'elle a eu le Corona, ils l'ont fait accoucher en césarienne, et pendant des mois, elle était dans le coma, elle a connu son fils que quelques mois après, Leicester, comme tu dis. Donc, je ne peux pas dire c'est ça ou c'est pas ça, mais je veux dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand tu viens avec une approche positive et que tu parles positivement, tu crées quelque chose de positif. Quand tu viens avec du négatif, tu crées quelque chose de négatif. C'est comme les Marocains, ils disent que c'est pas des nerveux, c'est les gens qui les énervent. Ils ne savent pas que c'est eux qui génèrent les nerfs autour. En tous les cas, Tu coupes au montage. Et là, il y a un Marocain qui va dire comment est-ce qu'il peut dire ça? Bon, évidemment, c'est la blague, c'est pas grave. Donc, la force de la parole, elle est incroyable. C'est-à-dire qu'avec ta bouche, tu peux donner la vie à quelqu'un, tu peux le tuer aussi. La question que tu as demandé, la Gemara nous raconte qu'il y avait un Hémora qui était en deuil. Et quand il était en deuil, il y a quelqu'un qui est venu le consoler. Il est venu le consoler, et puis Shmuel lui dit mais pourquoi tu t'es pas coupé les ongles? Et l'autre il a dit on te verra toi quand tu seras en deuil. On te verra toi. La Gemara nous dit que je gaga et mi pied à palit. C'est-à-dire qu'il a fait ça de manière intentionnelle. Il a dit ça genre qu'est-ce que tu me casses tes pieds maintenant? J'ai pas la tête à répondre à tes questions débiles. Et immédiatement Shmuel est venu en deuil et il a dit Brit kurta lasfataim. Il y a un brit, c'est-à-dire c'est établi comme ça que ce que tu sors de ta bouche, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Si tu le sors de ta bouche, ça va créer quelque chose. Et donc quand l'autre il a dit on te verra toi, on te verra toi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est dit Gozer. C'est sans la xéra, parce qu'il n'a pas été gozer, il n'avait pas l'intention, c'était ta question, il n'avait pas l'intention de dire bien que Bekarov, etc. Et il ne disait pas ça. Non, on disait une blague à la yeshiva, il y a marqué qu'il vaut mieux aller chez des endeuillés que dans un mariage. Bon, il y a plusieurs explications à cette phrase. Une des explications, il vaut mieux aller chez des endeuillés séfarades que dans un mariage ashkénaze. Il y a plus à manger là-bas. Et l'autre explication, c'était pour les Bachoum qui ne trouvaient pas à se marier. Quand tu vas dans un mariage, le mec il a 30 ans, je dis bientôt chez toi, bientôt chez toi. Et quand tu vas chez un endeuillé, personne ne te dit bientôt chez toi. Donc il vaut mieux aller chez les endeuillés que dans un mariage. En tous les cas, la force de la parole, elle est incroyable. Il faut comprendre que quand le passouk dans Bereshit nous dit que Hachem a créé l'homme, là-bas c'est marqué Ruach Memalala. Le Targum nous dit c'est un Ruach, je ne sais pas comment dire, c'est une création qui parle. C'est-à-dire que la différence entre l'homme et l'animal, c'est la parole. La différence, c'est-à-dire quand je veux dire quelle est la différence entre l'un et l'autre, c'est la parole. La communication qu'on a à travers la parole. C'est-à-dire que la définition de l'homme, c'est dans sa parole. Et c'est pour cela que c'est établi dans les règles de la nature que la parole de l'homme, elle a une tellement grande force. Quand on commence la Hamida, on commence par une phrase. On dit comme ça. Hachem sefatay tiftar, ufi agit ilatecha. S'il te plaît Hachem, ouvre-moi mes lèvres pour que je puisse dire des louanges. Quand tu as dit un petit lachon arabe bien croustillant, 2 minutes avant Mincha, pas demander la permission. Quand tu as parlé sur l'un et sur l'autre toute la journée, tu as fait 100 000 lachon arabe, là tu n'as pas demandé la permission. Quand tu viens faire la prière, aide-moi, vas-y. Bloc de qui? En vérité, non. Quand on vient prier, on va utiliser l'autre bouche. Et comme j'ai dit, la bouche, c'est ça qui définit l'homme. Si on veut que la prière soit acceptée, il faut que cette bouche, elle soit théora. Le problème, c'est que avant, après, pendant, on est en plein lachon hara, en plein toutes sortes d'interdits. Et donc, la bouche, elle est abîmée par ce qu'on a fait avant. Donc, comment est-ce que tu vas venir prier, utiliser la bouche pour créer quelque chose de kadosh? Alors on dit, Hachem, tu sais quoi, on fait quoi? Je prends conscience que parler, c'est une force que tu m'as donnée. Et puisque je prends conscience que parler, c'est une force que tu m'as donnée, donc je te demande d'utiliser cette force que tu m'as donnée pour te louer. En vérité, c'est une prise de conscience
que le Koach HaDibur, la force de la parole, est entre les mains d'Hachem. Et quand on a cette prise de conscience, on fait tchouva. Et quand on fait tchouva sur tout ce qu'on a mal parlé, alors notre bouche, elle est capable de faire quelque chose de bien. Donc en vérité, avant chaque tfila, on fait tchouva sur toute la shonara qu'on a fait. Parce que sinon, on vient avec une bouche sale, et tu viens et tu dis, ouais, Hachem, si et ça, ouais. C'est qui? C'est toi? C'est cette bouche qui agit à une seconde du lachonara? C'est cette même bouche qui va maintenant prier? C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est comme si tu viens avec... c'est comme si tu discutes devant un taureau avec un tissu rouge. Tu viens, on discute. Ça, on discute. Tu l'excites. Tu viens chez toi et tu dis, ah, t'es le beau gosse. Oh là là, t'as vu, Moshe, il est catastrophe. Hein. Pas possible. Donc tu peux pas être... L'avocat ne peut pas être le... Comment on dit de l'autre côté? Le procureur. Exactement. Ça c'est marqué que Sanégor, que Kadégor ne peut pas être Sanégor. Donc il y a besoin de cette purification avant la tefila. Une fois on a demandé à Raphaël Kanevski comment se fait-il que ces brachot marchent. Il a dit parce qu'il n'a jamais menti de sa vie, jamais menti de toute sa vie. Je vous rajoute qu'il n'a jamais dit de la shonara non plus, et que, etc., etc. Je ne sais pas si c'est lui qui avait raconté, non c'est pas lui, une personne qui a raconté que quand il était enfant, une fois il a menti ou je sais pas, il a dit la shonara et son père il a dit viens, je vais t'expliquer ce que ça a fait dans le ciel. Il l'a amené devant la cheminée, là, enfin, dans la petite baraque là. Il lui a mis un fer dans le feu. Il a dit tu vois, regarde comment c'est devenu rouge. Alors voilà, celui qui parle du Hashana, dans le ciel, il a créé quelque chose d'aussi dangereux. Et en tant qu'enfant, ça l'a tellement marqué, toute sa vie, il n'a plus jamais osé utiliser sa bouche pour mauvais escient. Moi, j'ai étudié la première année de mon Aliyah, enfin, quand je suis arrivé en Israël, à Yerushalayim. Là-bas, le Rosh Yeshiva, il s'appelait Ravades. Pas le Ravades que vous connaissez, son père, qui est encore en vie. J'étais là-bas 1 an. Tous les Shabbats, je faisais une sikha. Une sikha, il y avait tout le quartier, tout Baït Vagan qui venait écouter le vendredi. J'ai écouté donc à peu près 40 sikhot, on va dire, tous les Shabbats. Il n'y a pas un Shabbat où il n'a pas parlé, il n'y a pas une fois où il n'a pas parlé du Lashon Hara. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il était parti demander à Baba Meir quelle est la clé pour avoir les Yirat Shamayim. Comment est-ce qu'on fait pour avoir la crainte de Dieu? Il lui a dit 2 choses. Protéger ses yeux, protéger sa bouche. Il n'arrêtait pas de ressasser et de ressasser et de ressasser et d'expliquer la gravité du Lashon Hara. Et c'est quelque chose qui est incroyable, cette gravité du Lashon Hara. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques mois, sans citer des noms, vous avez tous entendu parler d'une histoire d'une personne sur qui il y avait des bruits plus ou moins graves. Enfin, les bruits étaient graves. Est-ce que c'était vrai ou pas? On va laisser ça dans le doute. Et la personne sur qui il y avait ces choumottes s'est suicidée. Et donc tout le monde en parlait, il s'est suicidé, donc ça veut dire que, etc. Alors Gershon Edelstein, on lui a demandé, il fallait prendre les choses en main, enfin, il fallait réagir. Il a ramené une Gemara où il disait comme ça. La Gemara, c'est marqué comme ça. Celui qui a un rapport avec une femme mariée, il arrivera au Gan Eden. Il va passer par le Guéinam, mais il va passer par le Guéinam, mais il va arriver au Gan Eden. Celui qui dit du Lashon Hara, Eno Chelek Lo Lamaba. C'est-à-dire, maintenant, on va mettre les choses dans le contexte. Un homme qui a un rapport avec une femme mariée, s'il est attrapé au temps du tribunal du Bédil, il a Mita. Un homme qui dit du Lashon Hara, rien du tout. Rien du tout. Il n'a même pas frappé, rien du tout. Mais, en haut, il le paiera très cher. Donc, la gravité du Lashon Hara, c'est-à-dire, si aujourd'hui tu dis, ah, il a trompé sa femme avec une femme mariée, c'est waouh! Mais quand, à la sortie de la Sina, il t'a dit, t'as vu? T'as entendu? Ça, c'est un kiff, ça. Ça, c'est un bonhomme, ça. Il connaît les bonnes histoires. Et ben non. D'après la Torah, c'est juste le contraire. Il a eu un rapport avec une femme mariée, ok. Il va payer, mais il va aller au Gan Eden. Mais il a dit le Lashon Hara, il est foutu. C'est pour ça, nous, on ne prend pas conscience parce que, déjà, se retenir. Non, c'est pas que Moussari. C'est que se retenir quand tu as un petit Lashon Hara bien croustillant, c'est difficile, très difficile. Et puis, on a l'habitude. On s'est habitué, c'est-à-dire, on ne fait même pas attention. C'est vrai, tu es incroyable de le dire quand même. Ça dépend. Ça dépend. Si par exemple je veux faire une affaire avec quelqu'un et que je sais que toi tu vas faire une affaire avec lui, mais lui c'est un voleur, je dois te dire, ça s'appelle pas Lashon Hara parce que c'est un Lashon Hatov, c'est-à-dire c'est dans l'intérêt de protéger. Mais il y a des conditions. C'est pas comme ça. Donc c'est pas simple de le faire. C'est compliqué de le faire. Donc le Koach du Lashon est tellement fort que c'est marqué que la destruction du 2e temple, c'est à cause du Lashon Hara. Et que si le 2e temple n'a pas été reconstruit, c'est parce qu'on n'a pas encore récupéré, on n'a pas encore métaken, on n'a pas arrangé cette avéra qui est très grave. C'est une avéra qui est tellement grave, comme le dit le Chafetz Chaim,
Dans sa Agdama, il compte qu'il y a à peu près 17 avérotes dans un Lachon Hara. 17. Et, il fait un autre calcul, combien de mots on peut dire en une seconde? Alors, on peut faire l'expérience en note vocale de WhatsApp. 6 mots en moyenne en une seconde. Moi, je réussis 7, mais bon. En moyenne, 6 mots. Donc, en une minute, 360. En une heure, fais le calcul. Donc, en une minute, tu peux faire 360 fois 17. Pas mal comme... c'est un résultat qui est pas mal. Ou alors, tu peux faire aussi 300, tu peux étudier ou lire des télim ou autre, et tu auras fait 360 mitzvot. C'est-à-dire que c'est la Avera qu'on peut faire le plus souvent. Et Mechalel Shabbat. Combien? J'ai fumé une clope pendant Shabbat, allez. Pendant 5 minutes, j'ai fauté. J'ai parlé pendant 10 minutes du Lachon Hara. Ah, le compte, il n'est pas le même. Hein. C'est pas du tout le même nombre de Averot. C'est-à-dire que la Avera, elle est tellement facile à portée de main et qu'on est tellement persuadé que c'est pas une Avera. Qu'est-ce qu'on dit en général? Mais c'est la vérité. Et justement, le Lachon Hara, il est sur la vérité parce que quand c'est un mensonge, c'est autre chose. C'est Motzi Shemra, c'est pire. J'ai reçu avant-hier ou hier, avant-hier, quelqu'un m'a envoyé une photo d'un rave que je connais bien même, avec un titre. Il a violé une femme. C'est pas possible. Je le connais. Tu peux me dire plein d'autres choses, je t'aurais dit oui. Mais ça ment. Bon, je lui ai dit, écoute, c'est un mensonge, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, après quelques minutes, j'étais quand même curieux. J'ai dit, bon, je vais quand même regarder ce qu'on en parle. Personne n'en parle. J'ai parlé à personne. Je crois que quelqu'un qui connaît aussi ce rave comme moi, il m'a dit, t'as entendu, machin. Je lui ai dit, bon, on est d'accord, c'est pas possible. Il m'a dit, on est d'accord. J'ai dit, mais tu te rends compte que tu m'en parles? Ça veut dire que t'as quand même... Il y a quand même quelque chose qui te chatouille. C'est peut-être vrai. Et ça, nous, on le connaît, on est persuadé que c'est pas possible. Comment on peut savoir? Mais quelqu'un, on peut pas savoir. Moi, je suis d'accord avec toi, on peut pas savoir. Tu vois? Et tu vois, toi, tu le connais pas. Tu te dis peut-être c'est vrai. Nahon, on peut jamais savoir. Mais moi, je le connais. Je me dis c'est pas possible. Ok? Quelqu'un qui le connaît pas, il te dit c'est sûr que c'est vrai. Donc, maintenant, la photo, c'est quoi? Un gars, il a pris une photo, il a mis un titre dessus. C'est-à-dire, un gosse de 4 ans, il fait la même chose. Il te l'envoie sur WhatsApp. Le lendemain, le mec, il peut se suicider. C'est fini. C'est fini pour lui. Je l'ai tué en 10 secondes. Pas shoot. 10 secondes, je l'ai tué. J'ai un ami, son travail, c'est conseiller conjugal. Okay, il habite pas très loin de chez moi, c'est-à-dire chez quelqu'un que je côtoie. Je le connais bien. Il m'a raconté une histoire incroyable. Il y a quelques années, il était à Tveria pendant les vacances. Avec toute sa famille. Il a 5 filles et il vient d'avoir des garçons. Donc, évidemment, quand tu as 5 grandes filles, bon, bah, les vacances, c'est faire les courses, quoi. Donc il était sur la taille de Tveria, ils sont rentrés dans un magasin d'habits. Et il voit qu'il y a une fille qui le prend en photo. Une fille qui était là-bas. Bon. Après qu'ils ont terminé leur course, c'est bon, ça sort d'une pizza ou je sais pas où. Et puis à un moment, il voit plein de flics qui arrivent. Ah, il veut voir ce qui se passe. Mais dans Taïlet de Tveria au mois d'août, tu peux pas marcher, quoi. Déjà, c'est horrible, il fait super chaud, mais tu peux pas marcher, c'est plein à craquer. Donc il attend, il veut voir ce qui se passe. Et puis il voit cette fille qui dit au flic, c'est lui. Oh. Ni une ni deux, le mec il est menotté aux yeux de milliers de gens, des gens avec les portables, Kamouvan, et il est amené au poste. Il ne comprend pas ce qui se passe. Alors le flic il dit, écoute, elle a porté plainte que tu as touché. Je sais pas de quoi tu parles. Alors moi je vous dis, je le connais. Je suis persuadé que c'est n'importe quoi. Il a été libéré le lendemain après qu'il ait pris un avocat, libéré sous caution. Après, le dossier, il fallait le gérer. On a fermé le dossier sous manque de preuves. Ça veut dire que le gars, il a un dossier. Si un jour, ça lui arrive une autre histoire comme ça, qu'une autre tarée, elle lui tombe dessus, il est mort. Il a déjà eu. Il est mort. Maintenant, moi, je le connais. D'accord? Je suis sûr que c'est pas vrai. Mais j'ai quand même, comme dans un petit verre dans la tête qui me dit, bon, ben, peut-être, tu peux pas savoir. Toujours peut-être. Non, mais tu comprends. C'est-à-dire, imagine si je te dis ton frère. C'est pas possible. En fait, ce que tu dis, c'est que si elle fait la photo, ce doute-là n'aurait jamais existé en toi. Donc ce que l'entraîneur, c'est que le... Non, je dis que la force de cette histoire, c'est que ça a créé un doute chez moi. Alors que je suis persuadé que non. Je suis persuadé que non, mais j'ai quand même 0,01%. Tu n'es pas persuadé. Je suis pas persuadé. Donc... Mais oui. Mais non, mais c'est-à-dire ce que je veux dire. Moi, je le connais. Vous ne le connaissez pas. Non, mais si vous voyez un titre dans un journal, Monsieur Untel a violé. C'est la force de la rumeur. 20 ans plus tard, Ça tue, c'est tout. vous avez affaire avec lui. Putain, ça me dit quelque chose. Tu cherches le titre, il a violé. Bon, tu vas pas savoir que le dossier a été fermé ou il a été formé par manque de preuves. Un manque de preuves, ça veut dire peut-être.
Oui, t'imagines? Donc tu peux, avec ta bouche, enterrer quelqu'un. Là, c'est la calomnie. Ce que je veux dire, c'est que. La calomnie. Ce que je veux dire, c'est que la force de la parole, elle est. Il y a notre cas. Une fois que c'est sorti, c'est rentré dans ta Il y a tête. notre cas avec de la gagne. Ah non, c'est possible. Tu vois, par exemple, avec Vagan, je connais pas. Je suis sûr que c'est vrai. Pourquoi? C'est ce que je dis. C'est que la force de la parole, elle est. Non, moi, je suis persuadé que c'est vrai parce qu'il y a 20 parents qui sont en train de porter plainte. Donc je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu, ok? C'est la formule. Mais on est d'accord, parce que moi, je ne connais pas le gars. Et donc, je sais que c'est possible. Donc je me dis, bon, mais attends, les parents, c'est pas des menteurs. Mais moi, dans l'autre cas, je connais le gars. Mais peut-être c'est la fille qui avait raison. Mais je connais tellement bien le gars, je dis, c'est pas possible. Ce que je veux dire, c'est la force d'une parole. Elle peut te raconter, peut te faire croire des choses. Peut-être vrai, peut-être pas vrai. C'est très fort. Donc, la parole, elle a une force autant au niveau spirituel, autant au niveau matériel. Il y a une histoire avec le Rav Moshe Feinstein. Une fois, quelqu'un l'a appelé, il lui dit, Rav, vous avez tué mon business. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ton business? Je produis du lait, cachère. Mais pas, j'ai tué ton business. Et on dit au nom du Rav que la cacheroute de mon lait, elle est pas bonne. Je me dis ça, moi. Et ton lait, il est dans mon frigidaire. Ah non, tout le monde dit que tu as dit que mon lait n'était pas cachère. Je dis, mais d'où c'est sorti? Bah, je sais pas. J'ai plus de commandes, plus personne ne commande du lait chez moi. Essaye de réfléchir. Et puis au fur et à mesure, il se rappelle qu'il y a 2-3 semaines, il y avait 2 bouteilles de lait sur la table. Une de la marque de cette personne et une autre marque. Il a levé la bouteille de lait de la marque de cette personne, il a regardé la bouteille, il a posé et il a pris l'autre lait. Donc tous ceux qui étaient autour, ils étaient persuadés que le lait n'était pas cachère. Il a dit, ah, cette marque, pas cachère. Mais en fait, il a regardé, il a vu que la date était passée, il a dit, bon, je vais prendre l'autre. Seulement, les gens, ils ont vu, ils ont dit, ah, le Rav, il a dit que le lait n'était pas cachère, il n'a rien dit du tout. Ils ont tué le business. Ils l'ont tué complètement. Encore une fois. C'est-à-dire qu'avec une petite parole de rien du tout, tu peux enterrer une personne. Et donc, on doit faire. le remettre par rapport à celui qui subit justement le Lachon Hara. Parce que de toute manière, le Lachon Hara, il existe. Donc il faudrait se cacher presque. Vivre reclus. Il faut faire comme sinon, n'importe qui peut te détruire du jour au lendemain. Alors, on ne peut pas vivre reclus, donc c'est pas une solution. Par contre, quelle est la protection? Il n'y a pas de protection. Mais il n'y a pas de protection. Alors moi, hier, je parlais justement de ça avec celui qui m'a raconté l'histoire du Rav, etc. T'imagines, ça veut dire. Il m'a dit qu'il y a des chroniqueurs d'une, je sais pas quoi, une émission, voilà. Ils ont comme ordre de la télé, ou je sais pas de quoi, de ne pas monter dans un ascenseur seul avec une femme. Bah oui. Je le dis, moi j'avais déjà entendu ça, surtout les grands patrons, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement facile. Hier soir, j'ai lu un psaq-din d'un couple qui veut divorcer. La femme, c'est-à-dire quand il a déposé son dossier de demande de divorce, le jour même elle a porté plainte pour attouchement sur les enfants. Donc ça a mis 2 ans à vérifier qu'il n'y avait rien du tout, que c'était elle la tarée. T'imagines pendant 2 ans, le mec il arrive vendredi soir à la choule, il est pas bien. Les gens disent, oh, bon, on va te serrer la main de loin, quoi. C'est horrible. Mais c'est en rien du tout, quoi. Tu as tué une personne. Et ça, je parle au niveau physique. Et on a vu qu'il y avait aussi le niveau métaphysique. Donc, on doit apprendre de cette paracha la gravité d'une parole. Je termine avec l'histoire du Chafetz Chaim que j'ai déjà racontée. Le Chafetz Chaim, quand il a écrit son livre, il est parti le vendre. Il faisait du porte-à-porte. Donc, il proposait aux gens un livre. C'est quoi le sujet? Faire attention à ce qu'on sort de sa bouche. Pas de dire de la Lachon Hara. Alors, il arrive chez quelqu'un. Mon livre, c'est pour faire attention à ne pas parler de la Lachon Hara. Alors, le gars, il dit, écoute, nous, on n'a pas de problème à ce niveau. Par contre, mes voisins, ils en ont vraiment besoin. Donc, quand on parle du Lachon Hara, on ne doit pas s'attaquer au Lachon Hara des autres. On doit s'attaquer d'abord à son propre Lachon Hara. Et c'est très difficile. Mais il y a des techniques. Déjà, apprendre la halachot. Bon, ça, c'est compliqué, mais au moins commencer. Et surtout, il y a des techniques qui marchent. De se mettre des heures sans Lachon Hara. C'est-à-dire, tu dis, bon, de 9h à 10h, allez hop, un mec qui commence à me raconter un truc, là, j'écoute, rappelle-moi dans 1 heure. Rappelle-moi dans 1 heure, rappelle-moi après. Je fais 1h du matin à 7h. Ouais, on le fait tous. Et encore, c'est pas sûr. Par la pensée, c'est pareil. Non, par la pensée, c'est toi et toi-même qui partages. Tu dis, je vais dire, si tu veux dire quelque chose et que tu ne dis pas, ouais, sache qu'à ce moment-là, si tu avais un Lachon Hara à dire et que tu ne le dis pas, dis le Stapler, à ce moment-là, tu pries pour n'importe quel problème que tu as dans la vie, tu as ouvert une porte vers le ciel, ça passe. Donc tu avais un bon Lachon Hara à dire, bien croustillant, et tu t'es retenu,
C'est une grosse avodat Hashem. À ce moment-là, prie pour n'importe quel problème que tu as dans la vie. Top. Ça, c'est le premier sujet. Je vais passer à autre chose. Non, essaie d'apprendre de la Shonara. Vous n'avez pas du Lachon Hara à me vendre là? Ouvre la porte et puis après c'est lui qui écoute. Transgresse aussi. Et celui qui a entendu par inadvertance du Lachon Hara, il ne doit pas croire. Il ne doit pas croire. Quand c'est un homme standard, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un dans la rue, tu dis bon, en général, tu fais pas d'Averot, tu n'as pas le droit de croire. Si tu sais que c'est un gars qui fait des Averot, des pharisiens devant tout le monde, il s'en fout, là tu peux croire. Mais si c'est normal, tu n'as pas le droit de croire. Tu n'as pas le droit de croire. Top. Il y a marqué dans le doute, tu n'as pas le droit de croire. Non, j'ai le droit de faire attention. Non, mais tu n'as pas le droit d'avoir un doute sur l'histoire de la rumeur. Je n'ai pas le droit. Si je sais que. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a celui qui est reconnu comme sadique aux yeux des gens. Donc lui, je dois m'imaginer des trucs tordus pour croire qu'il n'a rien fait. Il y a celui qui est normal. Je dois m'imaginer que c'est faux. Sauf si, bon, à l'évidence, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Et celui qui est rachat, si j'entends quelque chose de mal, bon, bah, de toute façon, il est rachat. Mais sur le cas que tu connais tout à l'heure de la rumeur, toi, tu es persuadé qu'il n'y a rien, mais néanmoins, il subsiste. Je fais attention toujours. Je fais toujours Donc, attention. ce petit doute. Alors, bien sûr qu'il est pas. C'est ça que je veux prouver, c'est que ça a créé chez moi quelque chose qui normalement n'aurait pas eu lieu d'être. Donc il y a une force de la parole. Il y a une sorte de cassure, tu veux dire? Non, mais il y a. Fais attention. Regarde, remarque. Est-ce que ma fille elle va aller chez lui seule? C'est jamais posé la question, mais tu vois, ok, j'ai pris. Je fais attention. Pas, mais... Non. Pourquoi prendre un risque? Pourquoi prendre un risque? Pourquoi prendre un risque? Bah, c'est ça la définition, c'est pas prendre un risque. Même si le risque il est 0,1, attends, je veux pas prendre un risque comme ça. Je prends pas de risque. Ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours, je dis ah c'est un violeur. Non. Et de toutes les façons, mon beau-frère qui est avocat, je lui ai demandé mais comment est-ce qu'on peut prouver un viol en termes légaux? Tu peux pas prouver. Peut-être qu'elle voulait. Qui a dit qu'il y a eu acte? Bon, ça encore on peut prouver. Il m'a dit la vérité, c'est qu'on peut pas prouver. C'est qu'il y a des preuves extérieures. Des messages avant, des trucs après, des preuves extérieures. Mais même ça, on peut. On a dit ça. Celui qui veut t'enterrer avec ça, il peut. Très facilement. Top. Il m'a dit, j'ai rien qu'un détail. Hier, il m'a dit, dans son beau-frère, il m'a dit qu'il a un ami qui est directeur d'école de filles. Et à chaque fois qu'il a des histoires avec les employés, les machins, il prend conseil chez l'avocat. Mon beau-frère, il a dit, écoute-moi bien. Tu ne me rappelles pas tant que tu n'as pas mis des caméras dans toute l'école. Et si tu n'as pas mis des caméras dans l'école, ne m'appelle plus, ça ne sert à rien. Et j'ai dit pourquoi? Il a dit parce qu'un jour, ça va te tomber dessus. Donc, tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire, il y a un problème, allez hop. Donc, ne t'amuse pas avec ça. T'amuses pas avec ça, c'est dangereux. Tu vas le payer cher. D'un autre côté, c'est tant mieux. C'est-à-dire que les gens, ils font plus attention. Il y a la halakha de Yihoud. On n'a pas le droit de s'isoler avec une femme. Bon, avant, personne ne faisait attention. Ben, maintenant, tu as peur. Tu ne veux pas finir en prison. Donc, par rapport à ça, on a gagné. Mais c'est quand même un danger. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire quoi? Non, je repensais à l'histoire de ton copain à Tibériade. Je veux dire, mais quelqu'un qui fait ce genre de choses, il va quand même pas s'amuser à faire aux yeux de tout le monde, devant tout le monde, à Tibériade, à Sfat. La réponse à cela, c'est que en apotropos la rayot. La Gemara nous dit que à ce niveau-là, il n'y a rien n'est assuré. C'est une pulsion quoi? Non. Tu as raison dans la logique. Là, tu es dans le miklat, tu as dit vachement, tu réfléchis à froid. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Le mec s'est disputé avec sa femme. Je sais pas. Là, il a pété un câble. Il a une pulsion. Le Stipe, Abraham Kanevski, quand il s'est fiancé avec la fille de Rav Eliashiv. Vous imaginez le niveau des deux, quoi. Quand il rencontrait Sakala, quand même, quoi, deux tzadikim, le Stipe là, il marchait derrière eux. Et après, il a dit pourquoi? Il a dit elle n'a pas trop passé. On ne peut pas dire que c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc, moi, je suis là. Donc, t'imagines, quoi. Il va rencontrer Sakala, il n'y a pas Papa qui est derrière. Loin, et il est là, quoi. Il n'y a pas de... On ne sait pas où ça va. On ne sait pas. Mon beau-père a fait la même chose. Avec la fille. Hein. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas confiance. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il fait attention, il a un trésor, il fait attention, c'est tout. C'est pas compliqué. L'Agma nous dit dans ma Masechet Brachot. Tout le monde a 20 ans, c'est un chaud lapin. Et on parle d'il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, les mecs, c'est autre chose, quoi. Ah, à l'époque, mais à l'époque, c'était plus structuré. On faisait attention. Non, on faisait attention. Aujourd'hui, moi, j'ai une fois essayé de parler avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais attends, tu vas pas envoyer tes filles à l'armée parce que
Là, il y en a un pour elles sont jolies. Et bon, tu sais ce qui va se passer, quoi. Il m'a dit, ah, mais c'est la vie. Je fais, bon, d'accord, excuse-moi. Et je lui ai dit, mais tu sais que, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il m'a dit, non, mais moi, ça ne me dérange pas, il faut qu'elles apprennent la vie. Je dis, bon, on parle d'une autre génération, quoi. Moi, je pensais que tu voulais protéger ta fille. Mais bon, tu veux pas, c'est tant pis pour toi. Tov, la Gemara nous dit qu'en vérité, tous les jours, on devrait lire la paracha de Bilham. Quel est le passouk qui nous intéresse dans la paracha de Bilham? Il y a marqué dans le passouk Kara, Shachav, Kari, ou Chelavim, Yekiva. Quand le peuple juif va dormir, il est comme un lion, et quand il se lève, c'est comme une lionne. Et la paracha nous dit que c'est comme ce qui est marqué dans le Kriyat Shema, Beshor Vecha Uvkumecha. C'est-à-dire, quand je lève et quand je t'endors, on fait Kriyat Shema à ce moment-là. J'aimerais expliquer pourquoi est-ce que c'est tellement important de lire, dans l'absolu, de lire ce paracha. Au final, la Gemara décide de ne pas le faire parce que c'est trop long et qu'on ne peut pas couper la paracha, etc. Remarquez quelque chose d'incroyable. Lavan fait une bracha à sa sœur Rivka de se marier avec Yitzhak et d'avoir plein d'enfants. Lavan va avoir 2 filles, Rachel et Léa, qui vont se marier avec Yaakov. Donc en vérité, Lavan, il est au carrefour du peuple juif. Il est sa sœur Rivka, ses enfants. D'un autre côté, Lavan recherche à embêter le maximum Yaakov. Yaakov se sauve après 20 ans. Lavan lui court derrière pour essayer de le tuer. Pourquoi est-ce que je parle de Lavan? Parce qu'il est marqué que Bilham était Lavan. Et le Harizal dit qu'en fait c'était son Gilgoul. Il a exactement le même, il a exactement la même démarche. D'un côté, il veut détruire le peuple juif. D'un autre côté, Bilham est celui qui va bénir le peuple juif. Bilham, et ça faites attention, le seul endroit où c'est marqué que le Mashiach va venir, c'est dans la prophétie de Bilham. C'est lui qui nous annonce la venue du Mashiach. Et ça ne s'arrête pas là. Bilham est le grand-père de Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David Améler, qui est l'arrière-grand-père du Mashiach. Donc Bilham, destructeur du peuple juif, en fin de compte, c'est lui qui va être notre Géoula. C'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose de paradoxal. D'un côté, il va complètement contre le peuple juif, mais au final, il va être celui qui va aider le maximum le peuple juif. Pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière? Je vais le faire très court, très très court. Quand on a des problèmes dans la vie, on a souvent tendance à se dire, c'est-à-dire qu'on pense que le mal ne vient pas d'où vient le bien, comme s'il existait deux forces, celle du bien et celle du mal. Ce qu'on doit comprendre à travers le Shema Israël qu'on fait tous les jours, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est que le mal et le bien en vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que le mal ne peut exister que si Hashem le nourrit. Ah, alors si c'est mal et qu'Hachem le nourrit, c'est-à-dire qu'il veut faire du mal? Non. Si Hachem le fait, c'est que c'est bien. Nous, aujourd'hui, on l'analyse comme mal. Donc en vérité, le mal n'existe que parce que c'est bien. Mais nous, on ne le voit pas. Alors on dit Hachem Elokeinu Hashem Echad. Hachem, le Yud Ke Vav Ke, c'est le Chesed. Et Elokeinu, c'est la rigueur. C'est contradictoire. Il y a le bon côté, le mauvais côté. Hachem Echad. C'est le même. Il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas un Dieu positif, un Dieu négatif. Le même qui nous a fait des choses incroyables, nous a fait aussi souffrir de manière incroyable. Pourquoi? On ne sait pas. C'est le bien. On doit, la finalité du peuple, doit comprendre que tout est Elokut, c'est-à-dire que tout est Dieu, le bien et le mal. On le comprend à travers Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad qu'on fait matin et soir. On doit se rappeler ça toute la journée. C'est ça qui nous permet de passer une journée normale quand on a des choses positives qui se passent ou quand c'est le contraire, des choses négatives qui arrivent. Eh bien, cette même idée, on la retrouve chez Bilham. Parce que c'est le même Bilham qui vient détruire le peuple. C'est le même Bilham qui va construire le peuple. Il va nous donner des prophéties, il va nous annoncer la venue du Mashiach, et il va lui-même enfanter le Mashiach, puisque sa petite fille va se convertir, et on va voir le Mashiach. Donc, le symbole du mal qui est venu détruire le peuple juif, au final, c'est retourné et est devenu le symbole du bien pour le peuple juif. Donc, au final, quand on apprend cette paracha, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, ou quand on apprend la paracha de Bilham, on voit qu'il a voulu nous faire du mal et qu'il nous a fait que du bien, on apprend exactement la même chose. C'est pour cela que la Gemara nous dit qu'on aurait dû lire cette paracha tous les jours dans le Kriyat Shema, puisque c'est ça qu'on doit apprendre. Il n'existe pas de mal, tout ce qui se passe dans notre vie a une bonne raison. On ne le comprend pas, un jour on le comprendra, mais à